mouvement intitulé Autoportrait en, en demi-teinte, en gris foncé, ou je sais pas, autoportrait à contre-jour, autoportrait en autoportrait inachevé, autoportrait euh, autoportrait euh, je sais pas, un peu un peu grossier, un peu mal mal dégrossi, un peu mal amené, autoportrait autoportrait en mal de en mal de lumière. Si dans la peinture, s'il n'y a pas la lumière, il n'y a rien. C'est la lumière et le jeu, les jeux avec la lumière, le clair et l'obscur, etc. Ce qui permet, oui, les plages, justement, les contraires, qui permettent de donner du volume, qui permettent de faire surgir les corps et les choses qu'on veut montrer. C'est parce que on va mettre plus la lumière sur un élément et qu'il va un peu exister un peu plus que les autres. Les autres vont rester un petit peu à l'ombre. Euh, ce, Cet autoportrait que je n'arrive même pas, évidemment, autoportrait au mot que je n'arrive pas à esquisser. Je pourrais dire quoi en mal de, en mal de réalisation, en autoportrait, euh, opération, opération délicate. Délicate de tracer un autoportrait. Bah, en fait, je voulais parler d'une petite lumière. Alors, la petite lumière, et puis j'y pensais à se relever, puis retomber. Je me suis dit, si tu parles de ce thème, de se relever, de retomber de nouveau, et c'est se lever, puis de nouveau se rasseoir. Ça va être un peu toujours à la même veine. Et donc, j'ai essayé. Donc, en fait, j'avais pensé d'abord à la petite lumière. C'est traiter de quelque chose sans s'impliquer trop personnellement dans l'affaire. Puis ça m'apparaissait pas trop évident. La petite lumière, toujours tendance à personnaliser la chose. Alors la petite lumière qui apparaît au bout du long tunnel, au bout de cette une petite lumière qui va vous guider vers la sortie. Il y a toujours de soi là-dedans. Et quelquefois, on a envie que les choses ne soient pas trop marquées par le soi. On a envie un peu de sortir de soi pour aller voir ailleurs. Alors la petite lumière, déjà, pourquoi la petite lumière ou la lumière nouvellement née, la lumière du jour qui s'annonce, cette lumière, mais j'ai déjà une idée de la lumière. Je l'habite déjà avec mes idées préconçues, avec ma vision préexistante. Alors je vais l'interpréter selon mes codes à moi. Je ne vais pas pouvoir en sortir. En tout cas, je n'ai pas la capacité actuellement de pouvoir euh, aller voir ailleurs. Euh, mes paysages mentaux sont toujours peuplés par les mêmes objets, les mêmes figures. Et finalement, ça a tendance à me lasser, ça a tendance à me décourager. Je n'ose pas entreprendre parce que je sais que je vais faire comme ça et comme ça. Il y a comme
ces choses qu'on trouve, la marque, le sceau de l'artisan, dire dans les vestiges, la céramique antique, dire voilà le poinçon de l'artisan. Évidemment, un poinçon, c'est toujours le même. C'est un fabricant et pour le différencier des autres. Donc on pourrait dire qu'une façon de dire ou de parler, c'est bien qu'elle soit bien marquée, bien individualisée, comme ça on la distingue des autres. Mais il y a quand même un peu prendre un thème et le traiter de façon, j'allais dire, la plus abstraite possible. C'est la lumière, mais je pourrais dire, je vérifie si je n'ai pas du changement dans ma dentition, et donc finalement, c'est la même lumière. Enfin, ça a tendance à y ressembler. Rien ne ressemble à une lumière qu'une autre lumière, surtout quand c'est la lumière d'une même saison. Mais aujourd'hui, voilà ce qui est moi. J'ai tendance à introduire un élément de dissymétrie, un élément de basculement. Mais ce jour n'est pas un jour comme les autres. Il va se produire quelque chose. Alors la feuille, par exemple, la lumière sur la feuille, cette feuille qui a vu le jour il y a quelques jours et puis qui commence un peu à s'installer, à mûrir, à devenir plus, comment dire, plus épaisse, plus... elle est là, elle a la place qu'elle doit avoir, elle est là, elle absorbe la lumière. Puis, évidemment, une feuille jeune, ça a tendance à attirer les mangeurs. Une feuille qui commence un peu à vieillir, c'est beaucoup moins goûteux, c'est beaucoup plus, peut-être moins intéressant. Mais malgré tout, malgré le fait qu'elle ait un peu survécu à la première phase, et elle va se dire, oui, bien sûr, je commence à me remplir comment on appelle cela, de cette matière que j'ai oublié le terme. En tout cas, peu importe. Et puis pourtant, malgré tout, il va y avoir un herbivore ou une chenille, peu importe, qui va passer par là et qui va l'accueillir. Ou, ou quelqu'un qui va l'utiliser pour faire un nid ou pour faire autre chose, j'en sais rien. Un singe qui passe par là, qui décide de couper toute la branche, peu importe. Euh, les feuilles jeunes, pas jeunes, il va tout couper pour pouvoir se faire une petite une litière confortable pour passer la nuit. Peu importe, c'est un jour ordinaire et pourtant c'est le jour, j'allais dire, de l'achèvement ou de la rupture ou le jour de la discontinuité, le jour de la séparation. Donc la lumière, c'est la même lumière. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'apercevoir. On ne peut pas dire qu'elle a changé de consistance, qu'elle est plus brillante ou plus épaisse que le jour d'avant. Ça a tendance à ressembler à la lumière qui est la lumière d'un été classique, d'un été normal. Et, euh, et pourtant, donc l'autoportrait, voilà comment j'aurais voulu traiter de la lumière,
petite et de la grande, ou de la lumière tout court, sans épithète. Et donc voilà, la lumière qui fait, qui, non pas qui embellit, mais la lumière qui permet de prendre conscience de certaines choses, de les voir telles qu'on est capable de les voir. La lumière qui rend leur un peu dans l'obscurité ou la pénombre, les choses sont beaucoup moins faciles à, à deviner. La lumière, voilà, c'est dans l'obscurité, les choses forment une sorte de tout un peu indistinct, tandis que sous le règne de la lumière, on voit les détails, on voit un peu les différences entre les choses. Au sein d'un même ensemble végétal, on va voir que il y a des différences, il y a des feuilles qui sont indemnes, des feuilles qui ont été touchées qui ont eu des accidents. Et puis on va voir qu'il y a des feuilles jeunes, des feuilles vieilles, des feuilles un peu plus, un, un peu plus vertes que les autres, un peu plus vert foncé. On va voir l'étagement, on va voir, et on va lire et déchiffrer la plante, l'organisme tel que c'est. Et je sais pas, je l'introduis là-dedans, mais je ne sais pas. Alors c'est pas de lumière. Je pourrais poser la question, comme ça, vais-je voir la lumière du jour à venir? Vais-je être là demain et après-demain? Et ça me rappelle cette histoire de cet arbuste qui en général est coupé parce qu'il sert à faire du feu comme combustible. Et il y a eu un endroit où cette sorte d'arbuste, je ne sais pas comment on l'appelait, cette plante résistante, etc., et a pu s'épanouir. Elle est devenue énorme. Elle est devenue un être imposant. Voilà, que je ne sais pas si elle est toujours là, mais quand je l'ai vue, revue, j'avais du respect pour elle. Parce que elle a pu s'épanouir à son aise. Alors que d'habitude, elle n'atteint pas. Comme par exemple ces théiers qu'on maintient toujours un peu qu'on taille pour qu'il reste comment dire, qu'il reste un peu pygmé, un peu nain. Alors que le thé normal, il devient un arbre énorme, un arbre qui peut impressionner. Et sinon, voilà, un peu quand on laisse la liberté et le temps aux choses, aux êtres, ils prennent, comment dire, ils peuvent montrer comment dire, leur véritable aspect et un peu de la majesté et qu'ils, dont ils sont porteurs. Voilà l'autoportrait, le portrait en mots. Évidemment, tout simplement, il y a des choses comme ça. Je je ne sais pas comment dire. Autoportrait en en crâne jauni, en crâne un peu couvert de poussière. Oui, bien entendu. On pourrait très bien se représenter sous la forme d'un crâne. Ça, c'est moi. C'est moi, ce qui se cache derrière la peau. Voilà, c'est moi là. C'est un autoportrait. Ça n'a jamais été fait, l'autoportrait du peintre en cadavre. Voilà, pour l'instant, c'est en crâne, mais ça ne se fait pas.
le crâne tel que je l'ai connu, c'est un peu une sorte de... comment on dit, il sert de rappel un peu sur le devenir des choses. Il est, voilà, un rappel un peu grave, un rappel un peu triste à ce qui nous attend tous. Il peut être aussi une sorte de, non pas de trophée, mais une sorte de chose un peu qu'on met. On ne va pas boire dedans, on ne va pas l'utiliser comme une coupe, mais pourtant, il est là et on l'utilise pour introduire pour un élément quelque peu inhabituel dans, dans l'aménagement d'un lieu, dans la décoration, si je puis dire, d'un lieu. Il sert comme un élément de décor. Je n'ai pas trouvé le terme que je voulais employer. Et c'est l'être dans sa phase ultime. Et c'est intéressant le type de conversation qu'on peut avoir avec un être qui a jadis parlé, qui ne peut plus parler. Dans le sens, ce n'est pas on parle à quelqu'un d'autre. Il y a une altérité dans cette affaire. Pourtant, cette altérité est quelque peu comment dire, quelque peu j'oublie mes termes, un peu amoindri, voilà. Il ne peut pas répondre. Cet être, ou ce qu'il en reste, ne peut pas répondre. Et pourtant, il vous parle d'une plusieurs manières. Vous pouvez y lire, évidemment, votre destin futur, mais surtout, vous pouvez l'utiliser pour réellement faire monter en vous des sensations que vous n'avez jamais laissé exister. C'est quelque chose qui pourrait faire monter une peur, j'allais dire non pas atavique, mais une peur, une peur d'une telle intensité qu'elle pourrait, je ne sais pas, ça parle et ça peut parler longtemps. Et pourtant, c'est silencieux et ça peut vous parler suffisamment pour vous pour vous mettre devant votre vos limites. C'est un être qui vous quelque part qui ne vous renvoie pas le miroir qui ne vous renvoie pas le reflet de ce que vous êtes. C'est un être doué d'une autonomie et d'une individualité propre. Et pourtant, il ne parle pas, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer, vous contredire, etc. Et pourtant, il le fait de 1000 manières. Voilà portrait, l'autoportrait du parlant, du diseur en mots épars, en mots fragmentés, en mots dispersés, en mots éclatés. Comme le corps qui va éclater, On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Il y a une partie du corps qui va partir en fumée, sous forme de gaz. Et quelque part, ce gaz-là va peut-être voyager. Je dirais pas jusqu'aux confins de l'univers. Non, pas. J'ai pas besoin de convoquer cette image. Ça risque de voyager. Un gaz, ça voyage. Donc ça peut traverser. Ça peut se glisser par les interstices, car les gaz trouveront toujours le moyen de s'échapper. Et finalement, bien sûr, je sais que ce n'est pas vrai. Je me rappelle
cette chose qui est arrivée dans une église dont le sol s'est effondré et donc cette église était remplie de cercueils et les miasmes qui sont remontés ont tué, ont intoxiqué des gens. Et quelque part, donc je sais que je fais une sorte, euh, je parle, mais très librement, sans respecter le côté vraisemblant de la chose. Il peut y avoir des invraisemblances et elles sont les bienvenues. Je demande des invraisemblances à l'infini, je m'en fiche d'être dans la vérité ou dans la véracité et dans l'exactitude. Je m'en fiche totalement. Et donc, autoportrait. Autoportrait qui, qui en fait, il n'arrive pas à... Voilà, il change. Il change perpétuellement. C'est dès qu'on essaie de s'intéresser à une partie, on la voit se transformer en autre chose. Voilà le portrait mutant, ou muant, ou se transformant, le portrait variant. C'est voilà l'intérêt. C'est dans cette histoire d'autoportrait pictural, il y a deux dimensions, bien entendu, sauf quand c'est la sculpture, mais il y a deux dimensions et on a beau essayer de dépasser cette bidimensionnalité, on est à un moment réduit, on fait le tour et on fait le tour du tableau, du portrait. Donc, il faudrait que on trace un portrait, par exemple, comme qui va changer, je ne sais pas, qui va un peu représenter différents états émotionnels de celui qui l'a exécuté. Un jour, on peut le faire avec les cadres numériques, mais bien sûr, on peut faire défiler comme ça, etc. Mais ce n'est pas ce qui est recherché. Bien sûr, c'est le problème de la photo, c'est qu'elle est figée, ou de la peinture, c'est qu'elle est figée une fois pour toutes. Il faudrait introduire un élément comme ça, un minimum, peut-être même d'arbitralité, une sorte de déstabiliser quelqu'un qui aurait une sorte de trait particulier. Peut-être ces traits vont se changer. Il est symétrique, il va s'asymétriser, s'asymétriser, donc devenir désymétrique. Pour un peu, puis il va de nouveau reconquérir sa symétrie. Et puis un coup, il va même changer de nuance de peau. Il va migrer vers le plus foncé ou le plus clair. Il va changer parce qu'il contient euh, aussi en lui, voilà la vérité, comme on dit, génétique. La vérité et qu'on contient en nous énormément de choses. On contient des choses, des gènes qui ne s'expriment pas. Comme si dans ce portrait, on introduirait des éléments génétiques qui vont modifier le portrait. Des éléments qui vont toucher au capital, j'allais dire, à l'intégrité, l'intégrité chromatique, l'intégrité génétique ou l'intégrité constitutionnelle de l'autoportrait. L'autoportrait, on va dire, et on va le faire parler mieux, on va le faire parler différemment. Parce que justement, il y a, bien sûr, nous sommes faits
avec des éléments mouvants. Mais nous atteignons nos limites. Nous sommes souvent dans la reproduction des mêmes états émotionnels avec quelques variations. Donc il faudrait aussi dépasser ces limites-là. Un jour, on pourrait introduire, je ne sais rien, quelque chose qui va faire que ce n'est pas seulement... Voilà. Le problème est que on reflète une émotion, on a du mal à refléter plusieurs émotions simultanément. Des émotions qui pourraient se contredire. J'ai la bouche qui sourit, mais j'ai les lèvres, j'ai les yeux qui plutôt sont qui disent autre chose, qui expriment autre chose. Comment faire quand on esquisse un sourire, tout le visage en est transformé. Donc quelque part, il faudrait que le sourire ne soit pas, ne porte pas sur ce qui l'entoure, soit réduit à quelque chose dans ce genre. Et puis voilà, donc comme on peut jouer avec un être, on peut le faire, comme quelqu'un qui aimait beaucoup le mot manipuler, qui était un peu fasciné par ce terme-là, pour manipuler quelqu'un, comme on pourrait manipuler en faisant, en lui faisant ingérer des substances, etc., ou quelque chose. On pourrait jouer aussi sur l'humeur des gens en les amenant à se souvenir de certaines choses. On sait qu'un souvenir va déclencher telle ou telle chose. Donc on pourrait un peu dans le portrait, l'autoportrait, aussi ajouter, je pourrais, moi, puisque je fais un autoportrait, qu'est-ce que je raconte? C'est moi qui le fais. Je pourrais rajouter comme ça, quoique les souvenirs ont tendance un peu à diminuer en intensité. Ils ne provoquent plus les mêmes réactions au fur et à mesure du temps. Et puis il y a un élément que j'ai oublié dans cette esquisse d'un autoportrait, c'est le côté, comment dire, on se souvient dans le portrait classique, auto ou pas, on se souvient, on continue d'avoir en face de soi quelque chose qui n'existe plus, qui n'a pas le droit d'exister tel quel. L'élément, en fait, on l'extrait du travail ou de l'œuvre du temps. On la sort de la loi temporelle. Pourtant, il y a des choses que nous avions, des choses qui étaient nettes, des portraits de gens qui nous étaient chers. Et avec le temps, ces portraits perdent de leur netteté. C'est pas parce qu'il y a un phénomène d'érosion ou d'usure mémorielle qui fait que ça devient impossible à identifier de façon claire et nette. S'il n'y avait pas l'aide ou l'apport de la photo, cet fait-là serait totalement impossible à nier, impossible à contrarier. Et nous, avec la photo et aussi avec la peinture, nous faisons quelque chose d'un peu, nous maintenons net les visages de façon artificielle. Nous sommes un peu en une sorte de confrontation, une sorte d'opposition à la loi éternelle ou à la loi intemporelle, ou je ne sais pas comment le dire, un autoportrait. Un autoportrait en mots, quelque part, et si on devait demander à quelqu'un quel est le mot qui le représente le plus, ou quelle est la série de mots, évidemment, cela se faisait. Vos qualités, vos défauts, non. Là, c'est
quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, un peu moins usuel, un peu. C'est c'est évident et pas évident en même temps. Euh, on pourrait dire euh, quelque part envie d'assumer, envie d'assumer. Et, mais dans le sens où les gens qui ont atteint leur but, c'est des gens qui sont finis. Du moment où quelqu'un me l'avait suggéré un peu, on joue sur le désir, sur le manque. Et quelque part, c'est vrai et pas vrai. Il y a des choses qu'on n'a pas obtenues, mais dont le désir est devenu assez terne, assez presque insubstantiel. On ne les a pas eus. Donc le désir, à force de vivre avec le manque, on finit par ne plus ressentir le manque. Parce que ça devient, c'est quand il y a du vide, il est rempli par autre chose. Nous devons nous protéger de la sensation du manque. Et quelquefois, on fait appel au moment du plein qu'on a eu, mais quelquefois, on n'y fait plus appel. On les laisse. On vit sans rien. Sans rien. On peut vivre sans rien. Presque sans besoin. Sans, j'allais dire sans désir, mais on utilise tellement le mot désir que ça devient un peu trop, comment dire, trop facile à mélanger. Et donc, à tout. Et donc, ça finalement, il perd de sa capacité à vraiment signifier une chose précise. Et donc, la chose qu'on pourrait dire, l'auto-portrait. Envie d'assumer parce que, évidemment, il y a un discours qui, évidemment, quand on dit aux gens d'assumer, etc., je ne veux pas répéter le commandement qu'on trouve sur les lèvres de tout le monde, ce n'est pas la peine, tout le monde peut le deviner. Assumer et en fait utiliser, je ne sais pas, par exemple comme le peintre qui a eu un geste malheureux. À un moment donné, le pinceau lui a échappé, a dérapé, etc. Et puis, il a fait quelque chose qui n'était pas prévu. Ou alors, il aurait un peu mélangé des couleurs, ou alors il aurait utilisé une couleur qu'il n'avait pas pris. L'accident. Utiliser l'accident, le dérapage, comme un élément plutôt bénéfique ou un élément dynamisant, un élément nourrissant qui permettent justement de faire connaissance avec des situations, avec des sensations qu'on n'aurait pas approchées dans d'autres occasions. J'approche un peu d'une réalité ou d'une vérité, c'est parce que j'ai fait ceci ou cela, et donc j'assume parce que cela m'a permis, ou me permet encore maintenant de pouvoir me dire comme ceci ou comme cela, me réclamer de ceci ou de cela. Euh, je me sens libre, mais un peu quand même, euh, je m'en sens libre par rapport à d'autres parce que j'ai pris mon indépendance.
il y a à mon sens une certaine indépendance par rapport à quelque chose. Euh, je ne me force pas à attendre le secours d'une entité quelconque. Je peux, je ne, je ne m'agenouille pas pour remercier une entité ou une autre. Je ne fais pas dans l'adoration inutile. Voilà un peu de ces esclaves marrons, je ne sais pas comment on les appelait, les esclaves qui quittaient les domaines et qui allaient se réfugier dans la forêt. Peut-être qu'ils vivaient difficilement dans la forêt, en tout cas au début, parce qu'ils étaient dans des milieux hostiles. Mais le prix de la liberté est celui-là. La liberté vaut bien un peu de une vie difficile. Ça, quelquefois, ça vaut le coup. Alors, évidemment, autoportrait du parlant, du parleur qui doute. Voilà, c'est pour ça que je dis, j'ai pensé à un autoportrait qui change. Parce qu'à un moment, au moment où on affirme une chose, on peut très bien un peu ne pas être d'accord. Parce que l'affirmation a semblé être, comment dire, très, très fermée. Non, une affirmation n'est en aucun cas quelque chose de définitif. Elle contient en elle-même le principe inverse. L'affirmation, l'affirmation qui infirme une précédente affirmation et une affirmation qui va venir affirmer. C'est quelque chose qui ne peut pas être séparé ou disjoint. Ça va ensemble et puis même ça peut constituer une sorte d'entité à plusieurs corps ou à plusieurs têtes, ou je ne sais pas comment le dire. Cette histoire qui m'avait énormément frappé quand j'étais énormément petit, c'est l'hydre, la bataille d'Hercule contre l'hydre. Et l'hydre, c'est la chose que je n'arrive toujours pas à comprendre, comment Hercule a fait pour battre l'hydre, parce que dès qu'on lui coupe une tête, donc dès qu'on lui coupait une tête, une autre repoussait. Et voilà un peu, dès qu'on affirme une chose, une affirmation apparaît. Pas une... C'est cela. Alors je pourrais me dire, tiens, peut-être que les têtes qui prenaient le relais, qui apparaissaient, étaient plus petites, jusqu'à ce que les têtes, elles étaient moins dangereuses, un peu moins, etc. Un peu... Je ne sais pas. J'étais devant un mystère, et je suis toujours devant ce mystère, et seulement je pourrais mourir en l'ayant jamais résolu. Je m'en fiche. C'était moi face à cette chose-là, totalement, ça allait au-delà de ce que je pouvais envisager. C'est, je coupe une tête, apparaît une nouvelle tête. Il peut y avoir un moment donné dans la parole, on affirme les choses, puis apparaissent plusieurs affirmations. Oh tiens, il y a une objection, deuxième objection, troisième objection, et à l'infini des objections. Bien sûr, et la vérité est là, elle est lestée de plusieurs éléments qui l'infirment, qui l'invalident à chaque fois. Une invalidation. Dès qu'on avalise, dès qu'on valide quelque chose, il faut l'invalider. Une autre chose vient l'invalider. Est-ce un principe, je veux dire, permanent, général, global? Je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. On se maintient là aussi dans une sorte d'univers sémantique
ce qu'il peut y avoir à un moment donné, euh, c'est que même l'univers qu'on veut installer dans une sorte de d'opposition qui est comme cela permanente, il peut être là aussi une vision. La vision, comme nous sommes tellement habitués à la symétrie que nous avons du mal à voir, à imaginer autre chose sans symétrie. Le monde, le vivant, est fait de symétrie. Et quelque part, même quand nous voyons, comment on appelle cela, l'être mythologique qui avait un seul œil, mais pourtant l'œil unique était au milieu du front. On peut dire que là, il se divise en deux. Il est bien placé. Il est placé au milieu du front. Il n'est pas placé sur le côté droit ou le côté gauche. Il est placé. Et là, il peut être aussi un peu approché de façon symétrique. Il suffit de tracer une ligne et voilà deux parties qui se posent et se complètent. Voilà comment il pourrait y avoir des éléments. Et ça, c'est évidemment, c'est la science-fiction qui me l'a appris, c'est pas autre chose. Que quelque part, l'élément, toutes les déterminations que nous entreprenons, que nous mettons en place, ils peuvent être dans un milieu qui, elles, sont liées à celui qui les met en place. On ne peut pas aller au-delà d'un certain horizon. Notre capacité d'envisager euh, la, la différence, elle est limitée. Et pourtant, il y a des gens qui m'ont permis, de par leur capacité imaginative, ils m'ont permis de voir qu'il y a une altérité radicale, d'une radicalité insoupçonnée. Et c'est sans, alors évidemment, sans passer par la langue. C'est uniquement, il n'y a pas eu une création d'une nouvelle langue, etc. C'était toujours quelque chose qui était traduit de l'anglais au français. Et c'était pas un problème de ne pas le lire dans la langue d'origine, parce que c'était pas une histoire de langue, c'était une histoire de construction métaphorique, de construction fictionnelle qui permettait justement de bien se rendre compte. Ce n'est pas un être qui utilise, comment dire, un autre chose pour son métabolisme, comme nous utilisons le carbone, si je m'en souviens bien, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ce que nous utilisons pour notre métabolisme, ça peut être à la base, ça peut être autre chose, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On est encore, quand on imagine un être fonctionnant selon d'autres lois, ça n'est pas très différent. Il faudrait imaginer autre chose qui serait dans des contextes temporels différents, dans des réalités et dans des différentes. Et ça a été, par exemple, ce que quelqu'un a imaginé comme les habitants de Jupiter, par exemple. Et là, c'était exceptionnel, évidemment exceptionnel. Il y avait quelque chose qui était comme si on m'avait ouvert. Évidemment, ça s'est produit plusieurs fois. Et donc, mes propos ne, ne trouvent pas leur origine dans une sorte de désarticulation mentale ou psycho, je sais quoi. Non, ils trouvent leur origine dans cette chose que nous appelons la science-fiction ou la littérature d'anticipation. C'est là que, que c'est de ça que je m'inspire. En,
en imaginant, il y a toujours la réalité, puis la réalité peut se, comment dire, connaître des transformations qui peuvent être euh, positives ou pas positives, des réalités, des transformations qui peuvent à un moment convenir et d'autres qui ne pas convenir. Puis il y a la réalité, puis il y a la réalité, autre chose en dehors de la réalité. Dès on met en place une catégorie sémantique ou mentale ou autre, il faudrait envisager son contraire, il faudrait l'envisager dans des contextes d'une radicalité absolue, d'une différence telle que il, ce n'est pas interdit de vouloir s'approcher de cette altérité, ce n'est pas interdit, beaucoup l'ont fait, mais ça permet justement de toujours cette chose n'est là qu'en transition. Il y a un voyage quelque part, il y a un voyage et ce voyage, il est peut-être et se déroule dans des dimensions que nous ne pouvons pas évidemment. Si j'ai donné conscience aux pierres, c'est parce que d'autres ont donné conscience à des êtres dont nous pensons qu'ils n'ont pas de conscience. Et donc, il est possible de donner de la conscience. Mais évidemment, cela suscite. Et une vie aux pierres, pourquoi pas. Ce qui apparaît complètement absurde ou impossible peut, justement, on passe un moment quand on dénature la réalité, quand on contredit, quand on veut défaire la réalité, on peut aussi, ça paraît, on peut aussi d'une autre façon construire une autre réalité à partir de quelque chose qui n'était pas en place. Voilà donc l'autoportrait du parleur. Cet autoportrait, voilà justement comment il se place, comment il s'organise, comment il se donne à voir, à entendre. C'est quelque chose qui est, on pourrait dire à un moment donné, c'est un foutoir. C'est un foutoir. Oui, c'est un foutoir, mais le monde est un foutoir. Tout est un foutoir. Il n'y a rien qu'on puisse qualifier comme ordonné. L'élément, comme l'élément corrompant qui existe dans toute chose, l'élément qui un peu défait les choses. Vous pouvez avoir quelque chose à l'intérieur ou un espace hyper rangé, donnant une impression d'ordre et de propreté, etc. Mais l'air qui circule dans ce lieu, évidemment, est plein de choses que vous ne voyez pas, que généralement on ne voit pas, et ces choses-là sont des éléments qu'on ne peut pas faire disparaître. Nous voyons des choses, mais les choses que nous ne voyons pas et qui nous accompagnent, chaque inspiration, je peux ingérer des particules dont j'ignore tout, et je peux aussi, parce que je peux ingérer des entités vivantes, des éléments biotiques dont j'ignore tout, je peux les ingérer dans toutes sortes de choses, mais je suis aussi accompagné dans ma vie d'êtres qui se nourrissent quelque part
de mon corps ou des choses que mon corps rejette, peu importe. Il y a ce monde invisible qui est, je ne sais pas, quel est son poids réel, combien il pèse. Euh, Comme cette histoire qui posait question à certaines époques, dont en fait les verres de farine, c'était la question, j'oublie toujours le terme, mais la naissance un peu, non pas miraculeuse, mais l'apparition de quelque chose qui n'existait pas. On ne pouvait pas penser que dans la farine, il y avait des œufs, et ces œufs éclosaient, et donc donnaient naissance à ces vers. Euh, la- j'ai oublié le terme, et je l'ai oublié depuis un moment. Et donc, dans cette vie qui apparaît de nulle part, je ne sais pas ce que je voulais dire par cette chose que j'ai oubliée. En tout cas, toujours intéressant. Ah, je me suis déconcentré, ben, ça arrive. Hein. Et donc j'ai oublié le terme. J'ai oublié le terme, j'ai oublié un peu ce que je voulais dire. En tout cas, il y a donner une configuration à cet être qui est moi. Moi, évidemment, héritier, et non pas créateur. Il est l'héritier, il est le continuateur d'un certain nombre de choses. Donner comment dire, qu'est-ce que je voulais dire, moi, par cette histoire de... Ah, j'ai oublié. En tout cas, il y a dans... Euh, ouais, on pourrait un peu, quand j'ai dit dissymétrie, j'ai pensé au cubisme, évidemment, c'est normal. Et un peu, on pourrait penser à la déconstruction, au mouvement comme il y a eu ce concept de la dévolution, qui est le contraire de l'évolution, utilisé dans un film, mais on pourrait donc, euh, comment dire, euh, la continuité de quelque chose, autant sur le plan génétique que sur le plan morphologique, que sur le plan je ne sais pas quoi. En tout cas, il est difficile de faire ce portrait. Et là, j'approche les 1 heure. Je pense que je commence à réellement avoir des difficultés à continuer, donc je vais arrêter bientôt. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est la difficulté d'être mieux que ce qu'on a été, même en ayant toujours les mêmes propos, et encore la difficulté suprême, c'est d'être différent de soi-même. Mais je suis tellement moi-même qu'il me faudrait vraiment un effort inhabituel, un effort sur, surhumain pour pouvoir envisager. C'est possible, évidemment, c'est possible, beaucoup de choses sont possibles. Mais là, en cet instant, ça ne l'est pas. Donc j'ai épuisé un peu la charge que j'avais. Voilà, j'avais une charge. Je pense que j'avais dès le départ le sentiment que je n'allais pas réussir à esquisser cet autoportrait. Et donc, j'ai meublé. J'ai meublé, et je l'avoue, lamentablement ou humblement, j'ai meublé. Et voilà comment on fait. On fait comme ça aussi. On fait comme ça, on meuble. Et on essaie de garder la parole. Et oui, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. J'aurais pu lâcher au bout de 5 minutes, dire tiens, je ne me sens pas.
en veine, je ne me sens pas en verve de pouvoir continuer. Et pourtant, j'ai continué avec évidemment tout le un peu la chose. Et justement, c'est aussi, donc là je fais encore de la récupération de ce que j'avais dit auparavant, c'est aussi dans la difficulté qu'on montre et donc quand on atteint un peu ses limites, et qu'on montre qui on est réellement. Il n'y a pas spécialement d'hésitation à l'avouer. Je suis moi, évidemment, j'ai tenté d'aller au-delà de mes limites, mais j'ai tenté de façon, j'allais dire, superficielle, de façon légère. Je n'ai pas vraiment poussé l'effort, je n'ai pas fourni ce qu'il aurait fallu fournir comme, persévérance et comme volonté. Je ne La volonté, je ne suis pas nietzschéen, je m'en fiche de ça. Et c'est pas une histoire de volonté. Ah, on va dire, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'être quelque part au bon endroit, au bon moment, de rencontrer, de faire la bonne rencontre ou la moyennement bonne rencontre. On ne fait jamais la bonne rencontre. On fait des rencontres et certaines rencontres vont se révéler plus, plus intéressantes, plus productives, plus potentialisantes que d'autres. Mais en général, on fait des rencontres qui nous laissent un peu, sur le bord du chemin. On fait un bout, un bout de, on avance un peu, mais finalement, on va se retrouver rapidement euh, dans l'incapacité de continuer parce que, voilà, comme pour ces histoires de parler, une fois l'être est fonction de stimuli. C'est les stimuli qui font l'être aussi. Euh, des gens peuvent recevoir des stimuli chimiques et selon la nature des stimuli, ils vont se comporter différemment, ils vont se comporter et donc ils vont avoir un comportement ou un autre. Et selon les rencontres, voilà, les rencontres, ce sont des stimuli. Et donc selon, on a un potentiel des capacités multiples. Mais voilà, celui qui se charge à un certain type de discours, celui qui se remplit d'une certaine réalité ou certaine perception de la réalité ou d'un certain rapport à la réalité, il risque un peu de délaisser les autres rapports à la réalité. Il y a des gens qui n'aiment pas faire des efforts qui sortent de l'ordinaire. Parler de la réalité et essayer de l'habiter comme elle est. Ne pas désirer qu'elle change, ne pas désirer qu'elle se modifie, ne pas chercher à inverser l'ordre des choses, ne pas chercher à introduire du changement ou de la, comment dire, ou de la, ou d'essayer de désarticuler quelque chose, désagréger quelque chose, de faire en sorte de, 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 de faire euh, vaciller quelque chose. Ils sont là et ce qu'ils disent et ce qu'ils proclament leur convient. Ils s'en revendiquent d'une chose, ils continuent de s'en revendiquer presque toute leur vie. Ça, ça leur suffit. Et c'est parce que on rencontre des gens dont l'horizon
est volontairement limité. Il le limite de façon consciente. Et on ne va pas très loin. La réalité nécessite d'avoir le plus d'approches possible, quitte à ce que certaines approches apparaissent complètement déraisonnables, comme presque un peu il faut aller un peu vers la désobéissance, un peu vers la, comment on appelle ce terme, un peu vers le fait de, non pas désacraliser, mais de transgresser, atteindre, à porter atteinte au sacré, quel qu'il soit, un sacré, j'allais dire, un sacré civil ou un sacré religieux, peu importe tout ce qui est. Parce que justement, c'est comme une sorte de préparation, de mise à l'entraînement, s'entraîner pour un peu être prêt à faire face à toutes les éventualités. La vie peut, je ne sais pas, il suffit qu'il y ait un événement majeur pour que les doctrines qui étaient, euh, qui étaient à l'œuvre à un moment donné puissent céder leur place à des doctrines nouvelles qui essaieraient de, de, de donner sens, d'expliquer, d'accompagner l'élément nouveau. Évidemment, un élément d'une importance capitale. Ce n'est pas un petit élément, c'est quelque chose qui va tout secouer. Et on ne peut pas toujours se satisfaire des explications qui ont servi à maintes et maintes reprises. À un moment donné, il faut fournir autre chose. Et cette autre chose peut être totalement, totalement en opposition à ce qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de credos, beaucoup de sont un peu une synthèse, une sorte de somme. Et peut-être qu'à un moment donné, on va faire rompre avec les sommes et avec les synthèses et vraiment commencer par, par mettre en place autre chose. Et comme un peu pour le calendrier républicain qui n'a pas pu exister, mais c'était une tentative intéressante de bannir et de remplacer le calendrier grégorien et voilà quelque part comment un autoportrait qui c'est toujours ces propos normalement il leur faut comment dire il leur faut un être qui circule un être là je m'aide avec mes mains avec mes bras mais il faut aussi que les pieds participent il faut aussi à un moment donné que peut-être l'environnement change pour pouvoir s'en inspirer. Un environnement qui est toujours le même, qui semble figé, n'est pas suffisant pour pouvoir ne vous nourrir plus, ne vous inspire plus. Il faudrait un univers qui change. Le seul élément invariant chez moi, c'est le temps qu'il fait et les oiseaux qui finalement se sont rapprochés et c'est le seul élément et c'est pas suffisant. Le temps. Donc je suis pas dehors, je suis pas dans des situations et il faudrait pouvoir se retrouver face à un public, être face à des gens pour pouvoir voir un peu l'effet que font les mots sur eux et réagir ou ne pas réagir, s'exposer. Évidemment, tel le Messie, tel
qui s'expose avec ses mots devant la foule et qui essaie de faire venir à lui des gens qui a priori ne lui demandaient rien. Ne lui demandaient rien. Voilà, le redis. Et peut-être il y a eu beaucoup de candidats et peu d'appelés. Il y a eu beaucoup de prophètes et peu ont connu la postérité. Et ont connu la gloire posthume, évidemment, parce que souvent de leur vivant, bon. Mais voilà la question. Donc l'autoportrait bizarroïde, décousu et défait. Voilà un peu. Ce n'est pas un échec de cette tentative, c'est quelque chose. C'est quelque chose là. Comment le nommer? Voilà un peu le problème. Comment nommer les choses? Dans cette étape, il faut donner un nom. Et quelquefois, le nom vient après. Et ce qui vient après n'est pas exactement ce qui a été. Donc quelque chose de relativement, on va dire, malheureusement, on peut dire ce tableau est figuratif, ce tableau est abstrait, ou un autre courant. Pour ce qui est des mots, ça ne connaît pas. Les mots, c'est les mots. Après, ils peuvent avoir un ordre ou un autre, mais on ne peut pas dire que c'est des mots figuratifs, c'est des mots abstraits. Donc, déjà, il y a une différence un peu, une différence de sens. Et puis, il y a, donc, comment appeler? Donc, quand on appelle un tableau abstrait, le nom, quelquefois, n'est qu'un pis-aller, n'est qu'un choix arbitraire, parmi, évidemment, des choix illimités. Et voilà, mais l'autoportrait en déroute, autoportrait, et ce n'est pas ça. Ce propos n'est pas un propos autoportrait en mots croisés. On va dire, ouais, je vais peut-être l'appeler comme ça, en mots croisés. Ouais. Bon, je finis avec ça. J'ai dépassé les 1 heure. Autoportrait en mots croisés. Ouais, c'est les mots qu'on met un peu, qu'on fait croiser, qu'on fait se rencontrer. Et voilà, qui peut-être n'ont pas l'habitude de se mettre, comment dire, d'exister dans le même espace, etc., mais que on intègre de force les uns aux autres, on les met ensemble, on forme avec une sorte de collectivité, mais quelquefois le mot ne demande pas, et pourtant, voilà, donc les mots, donc autoportrait en mots croisés, c'est un compromis. Un compromis comme le sont tous les compromis, quelque chose d'un peu bancal, un peu, voilà. J'ai des doutes, j'ai des doutes, j'ai des doutes. Ouais, j'ai comme un doute, j'ai comme un doute, comme une sorte, je sais pas exactement. J'ai comme un doute. Ce n'est pas de la famille des doutes qui sauve. On ne peut pas dire qu'il y a un doute salvateur, un doute salutaire. Il y a des doutes qui vont même vers les sentiers glissants. Je doute tellement, je doute que je doute de mes propres doutes et ainsi je continue de douter jusqu'au point final, jusqu'à la fin. Je doute de moi, de tout, de vous, d'être. Je doute d'être. Je doute de pouvoir. Je doute d'exister. Je doute. Et je doute, et je doute. Et je doute, et je doute.